Bonjour et bienvenue à cette introduction sur la génétique. Avant de pouvoir s'aventurer dans le domaine de la génétique, il va falloir comprendre certaines terminologies, c'est-à-dire ce que j'appelle le jargon génétique, la façon dont les généticiens parlent, leur vocabulaire. Commençons avec le terme qui est à la base de tout travail en génétique, et c'est le mot gène. Donc un gène, c'est une séquence d'ADN qui code pour la formation d'une certaine protéine. C'est-à-dire c'est des A, des C, des T et des G sur un certain chromosome qui code pour les informations nécessaires dans la synthèse des protéines. Et un gène typique peut être des centaines de milliers de paires de bases, c'est-à-dire des centaines de milliers de AT ou de CG, avec une longueur spécifique à ce gène-là. On va y aller avec un exemple qu'on va garder tout le long de notre jargon génétique. Disons qu'on prend un exemple avec lequel Gregor Mendel, le père de la génétique, on parlera de lui dans quelques minutes, mais un exemple que lui aurait utilisé dans ses expériences en génétique en 1860. Mendel travaillait avec des plants de pois, alors allons-y avec la couleur de la graine. Donc ça sera notre gène. Ça veut dire qu'il y a une séquence spécifique d'ATCG sur un chromosome à quelque part à l'intérieur d'un plant de pois qui code pour les informations de la couleur de la graine, c'est-à-dire la couleur du pois dans la gousse. Notez bien ici qu'on ne spécifie pas la couleur. On ne dit pas la graine va être jaune ou la graine va être verte. On fait juste parler de sur un chromosome à quelque part, on a des informations qui codent pour la couleur de cette graine. Si on veut commencer à spécifier quelle couleur la séquence d'ADN en particulier est en train de coder, là on parle d'allèle. Alors l'allèle, c'est un même gène, c'est-à-dire c'est le gène pour la couleur de la graine, mais qui dit quelque chose de différent. Alors, pour continuer avec notre exemple, si on a le gène pour la couleur de la graine, on pourrait avoir l'allèle pour la graine jaune et l'allèle pour la graine verte. Donc, même gène, c'est la couleur de la graine, mais on spécifie la couleur. Quand on parle d'une couleur en particulier, on parle d'allèle. C'est une forme spécifique d'un certain gène. Maintenant, ces allèles-là ou ces gènes-là sont toujours à la même place, toujours sur le même chromosome. Quand on parle de l'endroit spécifique dans le génome de l'organisme où se trouve un certain gène, on parle de locus. Donc, locus, un mot qui vient du latin, qui veut dire endroit. Location, c'est le fun ici d'être bilingue. Alors, le locus, c'est l'emplacement spécifique de ce gène. Donc, gardons notre exemple de couleur de la graine. Disons que juste ici se trouve le gène qui décode pour la couleur de la graine. Ce gène-là, peu importe de quelle plante de pois on parle, le gène pour couleur de la graine se trouve toujours à cet endroit spécifique-là sur le chromosome numéro 6. Là, c'est arbitraire ici, là, mais disons que le chromosome numéro 6 dans le karyotype d'une plante de pois porte le gène pour la couleur de la graine. Toutes les plantes de pois vont avoir dans chacune de leurs cellules le chromosome numéro 6 qui porte le gène pour la couleur de la graine. Ça ne va pas toujours nécessairement dire la même chose. Ça pourrait dire graine jaune, ça pourrait dire graine verte. Mais l'endroit où se trouve le gène est invariable, toujours à la même place. Maintenant, ce chromosome-là, si on le reprend ici, à l'intérieur de la cellule de la plante, il y aura deux chromosomes numéro 6. Comment est-ce qu'on va différencier ces deux chromosomes-là? Bien, il y en a un qui vient de papa, c'est-à-dire le plant mâle qui a créé cette plante, et l'autre vient de maman, c'est-à-dire le plant femelle qui a créé cette plante. Donc, à l'intérieur de toute cellule, nous avons les chromosomes en paire, c'est ce qu'on appelle la ploïdie diploïde, comme on a vu dans une autre vidéo. Il y a toujours un chromosome qui vient du parent mâle et toujours un chromosome qui vient du parent femelle. Alors, comme on a vu tantôt, juste ici se trouve pour les deux le chromosome paternel et le chromosome maternel. Les deux portent le gène pour la couleur de la graine à la même place, invariable. Mais ce gène-là n'est pas obligé de dire la même chose. On pourrait avoir deux différents allèles. On pourrait aussi avoir le même allèle. Quand c'est le même allèle, disons on va utiliser un A majuscule pour représenter cet allèle, l'autre serait un A majuscule aussi. Dans cette circonstance, c'est ce qu'on appelle, en génétique, un individu homozygote pour ce gène. Alors, la plante ici est homozygote pour la forme de la graine. Mais ce n'est pas la seule façon qu'on peut avoir homozygote. On pourrait aussi avoir l'autre couleur de graine. Alors, disons que le grand A représente la graine jaune, bien, on pourrait aussi avoir deux petits A qui disent graine verte.
Alors, dans le monde des homozygotes, on a deux différents types d'homozygotes et donc il faut les différencier. Quand c'est le cas de deux allèles récessifs, on va parler d'homozygote récessif. Quand c'est le cas de deux allèles dominants, c'est un homozygote dominant. Assez simple. Mais qu'est-ce qui arrive quand les allèles ne sont pas pareils? Alors, disons que dans ce scénario, le chromosome paternel porte l'allèle grand A et le chromosome maternel porte l'allèle petit a. Bien, ça, ce n'est pas homozygote. Homo veut dire pareil. Ils doivent être les mêmes. Soit comme ça ou comme ça. Alors ici, on a besoin d'un nouveau terme, et le terme qu'on emploie, c'est hétérozygote. Les hétérozygotes sont des individus que pour un certain gène, dans ce cas-ci, la couleur de la graine, ils n'ont pas le même allèle. Ça pourrait être grand A paternel et petit a maternel, ou ça pourrait être petit a paternel et grand A maternel. Les deux circonstances donnent la même chose. Donc, nous n'avons pas deux différentes formes d'hétérozygote. Nous avons grand A, petit a uniquement. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter un deuxième terme, genre hétérozygote dominant ou hétérozygote récessif. Ça n'existe pas. Juste hétérozygote. Alors, ça veut dire que nous avons des homozygotes dominants, qui serait le grand A. Nous avons l'hétérozygote et nous avons l'homozygote récessif, qui serait petit a. Ça, ce sont nos trois scénarios en ce qui concerne le caractère génétique de l'individu. Ces trois scénarios, c'est ce qu'on appelle le génotype de l'individu, donc le type de gène. Alors, paternel, maternel, quel gène, quel type de gène est-ce que le père a donné et quel type de gène est-ce que la mère a donné? Ensemble, ça forme ce qu'on appelle le génotype. On ne peut pas voir le génotype. On ne peut pas regarder une plante dans le jardin et dire « Ah, je remarque que cette plante est grand A. » ou « Je remarque que cette plante est grand A, petit a. » Ce qu'on voit quand on voit la plante, quand on regarde la plante puis on voit une graine jaune, celle-ci donnerait des graines jaunes aussi, et celle-ci donnerait des graines vertes. Ce qu'on voit, jaune ou vert, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Alors, l'état physique, l'état visible de cette génétique, c'est-à-dire le produit que le génotype forme chez l'individu, c'est le phénotype. Donc, notez bien que et le grand A et le grand A petit a donnent tous les deux le même phénotype. Pourquoi? Et parce que l'allèle dominant domine complètement sur le petit a. Donc ça, c'est notre jargon génétique, des termes qu'on va employer souvent. Parlons très rapidement de Mendel. Mendel était un moine autrichien et dans son temps libre, il s'est mis à faire pousser des plants de pois dans son jardin. Et il croisait ce type de plant-là avec ce type de plant-là. Il plantait plusieurs des graines qui étaient formées et il comptait combien d'individus de tel type et combien d'individus de tel type étaient produits. Et il a commencé à se gratter la tête et dire « il y a quelque chose ici, là. » Maintenant, n'oublions pas que Mendel, en 1860, n'avait aucune idée de gènes, n'avait aucune idée d'allèle, n'avait aucune idée que l'ADN existait encore. Mais, sans savoir aucune de ces informations-là, Gregor Mendel a conclu, en 1860, 3 principes fondamentaux en génétique qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est-à-dire ces 3 principes, qu'on appelle les 3 lois de Mendel, qu'on verra dans une autre vidéo, ont été prouvés par les connaissances en génétique qu'on connaît maintenant, sachant c'est quoi un allèle, sachant c'est quoi un gène. Ça, c'est un tableau qui regarde un peu les types de caractères que Mendel observait chez ses plants de pois. Alors, la forme de la graine, la couleur de la graine, couleur des fleurs, jusqu'à la taille des plants. Et on a une colonne pour le caractère dominant et une colonne pour le caractère récessif. Alors, regardons un exemple typique de ce que Mendel faisait dans son jardin avec ses pois. Il commençait avec ce qu'on appelle la génération parentale, la génération P, dans laquelle il y avait un plant mâle qu'il appelait génétiquement pur. Maintenant, n'oubliez pas que Mendel ignorait toute cette affaire d'allèle, de gènes, de zygote, etc. Alors, lui, il utilisait la terminologie génétiquement pure. Aujourd'hui, on sait que ceci veut dire homozygote. Et un plant femelle qui, lui aussi, était génétiquement pur. Mais il prenait génétiquement pur pour un état du caractère et il prenait génétiquement pur pour l'autre état du même caractère. Alors, dans notre exemple, ça, c'était des plants qui formaient des graines jaunes. Et ça, c'était un plant qui formait des graines vertes. Notez bien que la couleur de la graine, jaune est dominant et vert est récessif. Si c'est des organismes génétiquement purs, tous les deux, bien, la seule façon que tu peux être génétiquement pur à graines jaunes, c'est si tu es homozygote dominant. Et génétiquement pur pour graines vertes, il y a seulement une façon de l'avoir, et c'est
homozygote récessif. Alors bref, il prenait un plan homozygote dominant et il le croisait avec un plan homozygote récessif. Comment il savait que ces plans-là étaient génétiquement purs? Il faisait des croisements de contrôle. Je ne vous ignorais pas avec les détails, mais il le savait. Donc, il les croisait. Puis bien sûr, par croisement, on parle de fécondation. Il prenait le pollen de lui et le mettait sur la fleur de celui-ci. Il utilisait un petit pinceau, il allait chercher le pollen dans la fleur d'un plant à graines jaunes, puis il allait déposer ou gigoter son petit pinceau par-dessus les fleurs des plants femelles, et ça fécondait. 100% des descendants de ce qu'on appelle la F1, la génération filiale, c'est ce que F1 veut dire. 100% des descendants dans cette génération étaient des organismes qui formaient des graines jaunes. Et ça, il a fait ça avec plusieurs différents caractères, pas juste la couleur de la graine, la forme de la graine, la taille du plant, etc. Et il obtenait toujours le même résultat. Mendel était capable de conclure une de ces grandes lois juste avec ce principe fondamental ici. On en reparlera dans une autre vidéo. Pourquoi est-ce que 100% des descendants étaient à graines jaunes? Bien, si on fait l'échiquier de Punnett, on obtient toutes des grands A, petits a. Alors, 100% des individus non seulement étaient à graines jaunes, mais ils étaient tous grands A, petits a. Là, qu'est-ce que Mendel faisait? Bien, il prenait deux individus de la F1, ou il prenait un individu de la F1 et il l'auto-fécondait pour obtenir la F2. Alors, parlons ici d'autofécondation. Il prenait le pollen d'un plant et le déposait sur les fleurs de ce même plant. Donc, il était garanti d'avoir un grand A petit a croisé avec un grand A petit a. Si on fait le croisement nous-mêmes avec notre échiquier de Punnett, on remarque qu'on a un individu grand A, deux individus grand A petit a et un individu petit a petit a. Et dans sa F2, c'est toujours ce que Mendel obtenait. Donc, un rapport de 1 à 2 à 1. 1 à 2 à 1 dans ce qu'on appelle le rapport génotypique. Un individu grand A, deux individus grand A petit a et un individu petit a. Ce qui créait toujours un rapport phénotypique de 3 à 1. 3 individus qui donnent le phénotype graine jaune et un individu qui donne le phénotype graine verte. Et ça, je répète, il le faisait avec plusieurs caractères et il obtenait toujours le même rapport. Quand tu fais ceci plusieurs fois et tu obtiens toujours le même résultat, tu commences à pouvoir en tirer des conclusions. Et c'est ce que Mendel a fait. Il a écrit 2 autres lois fondamentales à la génétique qu'on utilise encore aujourd'hui. Et c'est ce qui a mérité l'honneur d'être connu sous le nom de père de la génétique. Et un croisement comme celui-ci, c'est ce qu'on appelle de la génétique mendélienne. Donc ceci termine notre petite vidéo sur l'introduction à la génétique. Bonne fin de journée!